Bonjour à tous, bienvenue à la Maison de la Mutualité pour cette table ronde sur les hélicoptères dans les guerres de demain. Alors, pour répondre à nos questions, on a de la chance d'avoir Bruno Eva, le PDG d'Airbus Hélicoptères, et le général Pierre Meyer, qui est le commandant de l'ALAT, l'aviation légère de l'armée de terre, qui correspond à peu près à 2/3 des hélicos de l'armée française. La question des hélicoptères dans les guerres de demain se pose notamment avec les retours de la guerre en Ukraine, mais également sur les champs de bataille au Moyen-Orient. Beaucoup d'hélicoptères ont été abattus et à un moment on s'est même demandé si la pertinence de l'hélicoptère sur le champ de bataille pouvait être garantie pour les années futures. Les prévisions néanmoins de vente des hélicoptères militaires sont impressionnantes puisqu'on prévoit un doublement dans les années à venir des ventes de ces matériels et donc plutôt un renforcement de l'hélicoptère militaire. Alors, on peut se poser la question, quelle sera sa place dans la guerre de demain? On peut aussi faire une distinction entre l'hélicoptère militaire et l'hélicoptère d'attaque. Et avec une première question qui est en rapport évidemment avec l'actualité, qu'avons-nous appris du champ de guerre ukrainien et justement de ces nombreuses plateformes qui ont été abattues? Est-ce que l'hélicoptère va disparaître du champ de bataille? Bonjour à tous, très heureux d'intervenir devant vous aujourd'hui. Alors la première chose qu'on a appris du théâtre ukrainien, c'est la haute intensité. Voilà, alors une définition assez rapide, mais communément admise. Donc, il s'agit bien d'une confrontation violente, bien évidemment, entre des belligérants qui sont équipés de technologies à peu près identiques, et tout ça qui mène à, évidemment, de l'attrition en personnel, en matériel, et à une grande consommation de munitions. Voilà ce que je peux dire très rapidement. La haute intensité, c'est aussi des mots comme la transparence du champ de bataille. C'est également le déni d'accès. Et en Ukraine, nous avons évidemment vu ce déni d'accès, en plus redondant, maillé, et donc, évidemment, pour l'opérationnel que je suis et qui représente les hélicoptères de combat, c'est quelque chose qui change la donne. Donc, l'hélicoptère, une fois qu'on a dit ça, est-ce que l'hélicoptère a un avenir? Alors, bien sûr qu'il a un avenir. La seule chose, c'est qu'évidemment, il a été questionné et on va l'employer peut-être un petit peu différemment et je vais m'en expliquer. Donc, l'employer un petit peu différemment, c'est notamment l'employer dans la profondeur du dispositif. Pourquoi? Parce que donc, dans un conflit de haute intensité, la ligne de contact va être évidemment sujette à énormément de feu. Il va y avoir énormément de ferraille en l'air, et donc c'est pas là qu'on va envoyer nos hélicoptères de combat, bien évidemment. En plus, dans notre mode d'action, l'aviation légère de l'armée de terre évite de travailler ce qu'on appelle en superposition. Donc la ligne des contacts, on va un peu l'éviter, et en revanche, on va plutôt cibler une manœuvre, et ça c'est important, dans la profondeur, afin d'aller toucher un objectif avec une grande plus-value, de haute valeur ajoutée. Alors, je voudrais revenir quelques secondes sur les images qu'on a vues évidemment au début de la guerre en Ukraine et qui ont justement questionné cet hélicoptère. Je crois que la première leçon, c'est d'abord de jamais se focaliser sur un seul conflit, parce qu'il y a beaucoup d'autres exemples à prendre évidemment, et surtout pas se focaliser sur, encore une fois, un seul conflit. Les images, c'est évidemment, par exemple, la prise d'Hostomel au début, pour ceux qui se rappellent de ces images, et où on voit des hélicoptères russes intervenir quasiment en défilant, 2 jours, alors je dis en défilant, voilà, c'est-à-dire à une certaine hauteur, et arrivant en masse, serrés. Voilà. Alors, finalement, c'est pas est-ce que l'hélicoptère a toujours sa place, c'est comment on l'utilise. Parce que si nous-mêmes, l'aviation légère de l'armée de terre française, qui avons un savoir-faire très spécifique, si nous avions agi comme les hélicoptères russes et le mode d'action dont je viens de parler, nous aurions eu les mêmes pertes. Nous aurions eu exactement les mêmes pertes. Donc la doctrine d'emploi est évidemment fondamentale. Et en France, je crois, et n'ayons pas peur des mots, je pense que nous sommes une ALAT avec un savoir-faire unique au monde, que nous partageons notamment avec les Américains, mais c'est unique au monde, et nous pratiquons ce que l'on appelle l'aérocombat. Alors, dans l'aérocombat à la française, il y a un mot qui est fondamental, que j'ai déjà employé, c'est la manœuvre.
C'est-à-dire, et là donc, vous voyez où je veux en venir, c'est que là, il faut l'intelligence humaine, il faut un capitaine qui est formé à pouvoir manœuvrer avec l'ensemble de ces hélicoptères, se réorienter, voilà, remplir une mission complexe, et avec la pratique de ce que nous pratiquons, donc le vol de combat, au plus près des obstacles, puisque aujourd'hui, avec la haute intensité, en fait, si vous voulez vous soustraire à la vue acoustique, infrarouge, radar, tout ce que vous voulez, il n'y a pas de solution que de descendre dans le terrain. Ça, la LAT française le fait parfaitement. Elle l'a fait dans de nombreuses opérations. L'opération Harmattan en Libye, en Afghanistan, enfin dans toute l'expérience que nous avons depuis 20 ans, certes en contre-rébellion, mais je rappelle que la contre-rébellion peut avoir des phases de haute intensité. Donc la haute intensité, ce n'est pas seulement deux états symétriques. Il peut y avoir des phases de haute intensité dans des phases de moins haute intensité. Voilà. Et donc, il y a le savoir-faire qui est important, et pour ne pas être trop long et pour passer la parole à Bruno Even, je dirais seulement, et pour lui faire une ouverture, qu'il y a la doctrine d'emploi, et il y a aussi que nos hélicoptères sont des bijoux technologiques, ce que n'avaient pas les Russes. Et donc, il y a des machines quand même extrêmement performantes aujourd'hui. Alors justement, le point de vue de l'industriel sur cette question de l'avenir de l'hélicoptère militaire, quels sont les besoins que vous voyez et auxquels vous essayez de répondre? À l'aune de l'Ukraine, est-ce que l'hélicoptère va disparaître? Moi, je rejoins le général, il faut être très prudent quand on tire des conclusions, et j'ai même parfois le sentiment qu'il y a des raccourcis qui sont pris, et des raccourcis qui peuvent être d'ailleurs empreints d'arrière-pensée dans un contexte budgétaire qu'on connaît, et d'habiller finalement des considérations par des enjeux peut-être opérationnels et stratégiques. Il y a des vrais enseignements de l'Ukraine. Je pense que ça a été mentionné. C'est quand même le retour de la haute intensité dans un contexte qui peut être saturé. Il y a aussi la transparence, la digitalisation du champ de bataille. Ça veut dire que quelque part, tout équipement, tout personnel à un moment donné va être repéré. La question, c'est la vitesse à laquelle il va être repéré, et donc finalement comment il peut se protéger. Donc c'est des enseignements évidemment qu'on doit prendre en compte. Il y a quand même un élément qu'il faut intégrer. Quand on parle de l'hélicoptère, on parle de beaucoup de missions, et donc il y a un élément qu'il faut avoir en tête, c'est la question de la polyvalence. C'est quand même un outil assez exceptionnel qui permet d'intervenir tout temps, à tout moment, différents endroits, et de transporter du personnel, des moyens dans différentes considérations. Donc le contexte spécifique de l'Ukraine, il peut interroger, et en particulier les hélicoptères de combat. La question de l'avenir de l'hélicoptère, pour moi, ne se pose pas au regard finalement de cette polyvalence. J'ai eu le plaisir tout à l'heure d'assister à l'intervention du chef d'état-major de l'armée de l'air et de l'espace. Ses premiers messages étaient de souligner finalement l'intervention de Nouvelle-Calédonie qui a nécessité des moyens importants, et de souligner que quelque part un des enjeux, c'était de s'assurer que l'hélicoptère pouvait intervenir, puisque dans le contexte, c'était le seul équipement qui permettait de se déplacer. Donc je pense que la polyvalence de l'hélicoptère par rapport au tout type de missions civiles, duales, militaires, et dans le domaine militaire en particulier, toutes les différentes missions sont à intégrer, à mon sens, ne sont pas remis en cause dans le contexte spécifique de l'Ukraine. Je pense que la question, elle est plutôt sous l'angle de l'hélicoptère d'attaque, et là encore, je pense qu'il faut prendre du recul, se dire que l'Ukraine souligne le retour de la haute intensité dans des espaces très contestés. Ça ne veut pas pour autant dire que demain, tout conflit sera de cette nature. On a vu sur ces dernières décennies les interventions au Sahel, les interventions en Libye, les interventions en Afghanistan. J'ai eu, il y a quelques années, l'occasion d'assister à des conférences des armées françaises qui rappelaient le drame d'Ouzbine et le rôle décisif que les hélicoptères auraient pu jouer, et donc l'évolution quelque part de la doctrine d'emploi suite à Ouzbine. Je pense que c'est la même réflexion qu'il faut avoir dans le cadre de l'Ukraine. Non pas questionner le futur des hélicoptères, mais à mon sens, se dire finalement qu'est-ce que ça veut dire par rapport à l'usage, par rapport à l'emploi, et puis évidemment côté industriel, par rapport aux technologies. Comment on doit faire évoluer finalement les technologies, les capacités, pour être capable finalement d'assurer les missions et leur évolution dans la profondeur, plutôt en retrait. Donc pour moi, c'est ces questions-là qui sont pertinentes. Je suis parfois un peu interpellé par une question plus globale, trop générique, qui à mon sens serait un raccourci. Un rebond, si vous le permettez, sur la polyvalence, juste pour dire que quand je mentionnais que la LAT
dans le cadre de la haute intensité, va se concentrer sur des missions dans la profondeur, ce qui d'ailleurs est au cœur du projet de transformation de l'armée de terre. La LAT agira dans un commandement des actions dans la profondeur et du renseignement. Il nous est aussi demandé, effectivement, de garder un large spectre d'intervention. Et donc la LAT continuera sur l'ensemble du champ de bataille à être présente, puisqu'elle a évidemment tout son sens dans une manœuvre logistique de l'arrière, dans l'évacuation sanitaire, garder certains savoir-faire sur le territoire national, etc. Donc la polyvalence, je suis tout à fait en phase. Enseignement, peut-être il y a un point que je n'ai pas mentionné. Enseignement de l'Ukraine, il y a évidemment la question de l'intensité par rapport à la saturation, il y a la question de la digitalisation, de la transparence. Il y a aussi, ça soulève et ça remet en lumière l'enjeu d'un conflit dans la durée en termes d'intensité. Donc les questions de soutenabilité, les questions de volume, les questions finalement complémentarité, cohérence qui est essentielle par rapport à la diversité des missions et puis quelque part masse qui permet de tenir dans la durée sont aussi pour moi des éléments qu'on se doit d'intégrer. Alors évidemment, côté industrie, c'est la question des technologies, mais c'est la question aussi de la maintenance, les schémas de maintenance sur lesquels on doit continuer avec les utilisateurs à évoluer. C'est un enseignement dont on parle peut-être pas suffisamment et qui est évidemment important à mon sens. Alors, on reviendra sur la question de la maintenance et des besoins, notamment humains, je pense. Mais vous parliez du fait que l'hélicoptère était un bijou de technologie. Et pour certains, c'est un argument pour dire qu'on ne va plus utiliser l'hélicoptère sur le champ de bataille, on va utiliser le drone. Alors, est-ce que le drone va remplacer finalement l'hélicoptère dans certaines de ses missions? Est-ce que l'hélicoptère et le drone collaboreront? Comment vous voyez cette évolution? Alors pour l'opérationnel, le drone ne remplacera pas l'hélicoptère. J'ai mentionné tout à l'heure l'importance de la manœuvre et de la complexité de la manœuvre dont nous le pratiquons. Donc ça, évidemment, un drone ne le fait pas aujourd'hui, ne le fait pas à un horizon très visible aujourd'hui, parce qu'un drone dans un domaine homogène, aérien, sous-marin, on peut comprendre qu'on peut faire un certain nombre de choses. Mais là, j'insiste bien sur ce point, on parle bien de descendre dans le terrain, entre 0 et 50 mètres sol, entre les obstacles. Et là, évidemment, le drone ne sait pas faire ça. Quand au cours de mes voyages, là, que ce soit aux États-Unis, en Angleterre, mes homologues parlent de plus c'est complexe, plus ça va être de l'humain, moins c'est complexe, là, on va pouvoir mettre du drone. Alors, c'est, par exemple, la ligne des contacts dont j'ai parlé tout à l'heure. Là, on ne va pas faire exprès d'envoyer ces bijoux technologiques et qui ont autre chose à faire, voilà, plutôt que de se faire descendre sur le champ de bataille bêtement sur la ligne des contacts. Donc voilà, donc les drones ne remplaceront pas. En revanche, évidemment, on serait fou aussi de ne pas utiliser les drones qui, pour moi, vont être un prolongement de l'action et de la manœuvre d'aérocombat dont je parlais. Nous sommes persuadés, et chaque fonction opérationnelle, ou chaque arme dans l'armée de terre d'ailleurs, va avoir ses propres drones. Vous allez avoir des drones logistiques, bien sûr, des drones de renseignement, ça c'est déjà le cas, des drones leurres, des drones kamikazes, des drones, etc. Donc il y a une foultitude de possibilités, et chaque arme aura ses drones. Donc évidemment, l'aérocombat, nous voyons tout l'intérêt qu'il y a de développer les propres drones pour prolonger, encore une fois, la manœuvre dans la profondeur. Donc on peut imaginer une manœuvre dans la profondeur, et à un moment donné, eh bien là, on va encore prolonger cette manœuvre. C'est un peu le bras armé de la LAT, de la manœuvre d'aérocombat, et qui va être prolongé. Alors aujourd'hui, on sait faire un certain nombre de choses. Aujourd'hui, voilà, on sait voir ce que vaut un drone. Demain, on va pouvoir avoir la recopie directement dans l'hélicoptère de ce que voit le drone. Et puis ensuite, on va essayer l'avenir, c'est de le piloter, un drone, depuis un hélicoptère et de remplir une mission, etc. Et puis à la fin, d'avoir quasiment un drone équipier, où là, donc, on peut imaginer des flangardes, des choses voilà, beaucoup plus intégrées. Donc c'est ça l'avenir pour moi, cette complémentarité, et dont nous, d'ailleurs, dans la LAT, nous y travaillons évidemment sur ce sujet. Oui, le drone remplacera-t-il l'hélicoptère? Là encore, je pense qu'il faut être vigilant par rapport aux enseignements de l'Ukraine. Côté ukrainien, s'il y a beaucoup de drones qui sont utilisés, c'est aussi parce qu'il n'y a pas l'hélicoptère qui est
qui est là pour compléter les capacités. On voit côté russe que par rapport au début de la guerre, l'usage de l'hélicoptère a été adapté et dans les dernières manœuvres, l'hélicoptère est bien présent. Donc moi je partage évidemment le fait que non, le drone ne remplacera pas l'hélicoptère. La question c'est du coup comment on évolue dans l'usage de l'hélicoptère et c'est plutôt la question de la complémentarité drone-hélicoptère. La question évidemment elle se pose dans la ligne de front, dans la zone ceinturée, dans la zone d'intensité. L'hélicoptère peut avoir et continue à avoir son rôle. Et là, c'est l'usage, c'est les technologies, c'est la question des technologies qui permettent de vol de nuit, c'est la question des technologies qui permettent le vol tactique, c'est la question finalement d'autonomie qui permettent aussi d'aider le pilote et d'aider la manœuvre dans des vols tactiques. C'est la question de l'usage d'hélicoptères finalement en base un peu plus arrière si effectivement la zone est contestée. C'est la question donc de l'armement, de la puissance de feu. C'est la question du rayon d'action. Et donc ça, c'est évidemment des axes importants à travailler côté hélicoptère. Mais la complémentarité, elle est essentielle. Donc on voit de plus en plus qu'en termes de solutions, le drone a sa place en complément. Et donc on travaille de ce point de vue-là, évidemment, au niveau des solutions drones tactiques. Côté Airbus Hélicoptère, on a finalement des solutions, soit des drones de surveillance, des zones de transport, de drones assez importants. On parle de 700 kg, on parle d'usage terrestre, mais ça peut être de l'usage maritime aussi. Des drones beaucoup plus tactiques, de taille plus petite, qui peuvent offrir une autonomie sur zone, là encore, pour observer et donner de l'information. Ce qui est essentiel, c'est finalement la continuité. Je partage la vision qui est donnée, la continuité, le drone vu comme l'extension, dans certains cas qui peut remplacer tout en restant connecté. Et donc c'est cette vision agile qu'il faut avoir. Et donc on travaille aussi sur, dans le jargon, ce qu'on appelle le man-on-man teaming, donc la capacité finalement à connecter le drone et l'hélicoptère dans l'environnement tactique. Donc la question évidemment de la transmission est essentielle pour être capable à tout moment de partager les informations et de décider du meilleur effecteur. Donc c'est vraiment des axes essentiels. Évidemment, il y a un axe aussi qu'on travaille qui est la dronisation de l'hélicoptère qui peut présenter certains intérêts. On travaille avec les Marine Corps aux États-Unis pour droniser une version du H-145. Donc c'est évidemment des axes complémentaires sur lesquels on se doit de travailler. Donc ça, c'est un vrai enseignement pour moi. C'est pas le drone remplaçant l'hélicoptère, c'est un panel de solutions dans lequel le drone et l'hélicoptère vont compléter et en fonction de l'environnement, il faudra adapter la réponse. Je crois aussi que la technologie va permettre de libérer les pilotes d'un certain nombre de tâches. Donc en fait, et donc de se concentrer sur tout le système d'armes plus complexe dont les drones font partie. Donc ça, c'est intéressant aussi de voir que, voilà, encore une fois, par rapport à d'autres époques, voilà, le pilote est de plus en plus déchargé du pilotage lui-même. Il peut agir en conditions dégradées et vraiment dans des environnements très dégradés, de météo, d'obstacles, de tout ce qu'on veut. Et évidemment, plus il est déchargé de ça, plus il va se concentrer, et encore une fois, notamment sur tout le reste, tout un système d'armes de plus en plus complexe. Et ça, c'est intéressant aussi pour les drones. J'ai insisté en technologie sur l'aspect, le lien, la connectivité. Je pense que ça, en termes de perspective, ça souligne aussi l'enjeu au niveau hélicoptère, au niveau avionique, de la notion d'architecture ouverte, parce qu'on voit que le monde des drones, c'est un monde qui évolue, évidemment, avec des cycles beaucoup plus rapides qu'un système d'armement tel que l'hélicoptère. Et donc cette question de penser de plus en plus en architecture ouverte pour être capable de suivre les évolutions de technologies à cycle plus rapide, c'est un élément essentiel qu'on intègre d'ores et déjà dans le cadre des nouveaux programmes, tels que l'évolution du Tigre. Mais c'est pour moi une tendance de fond qu'on se doit aussi d'intégrer plus globalement dans les systèmes d'armement, mais évidemment les hélicoptères. Il y a beaucoup de questions qui sont soulevées par ce que vous venez de dire. Je voulais revenir juste sur la question, parce qu'on a parlé de façon générale de l'hélicoptère militaire, mais dans ce que vous décrivez, il y a quand même une différence entre la ligne de front et l'arrière. Est-ce qu'en fait, la plateforme sera amenée à être plus lourde, à faire plus de transport, éventuellement à transporter aussi de l'armement, mais la partie de combat sera dévolue plus aux drones ou à des appareils dronisés? Est-ce que c'est juste? Est-ce que c'est faux?
Non, non, comme je le disais, la LAT a vocation à agir sur l'ensemble du spectre. Et alors, vous posez par exemple la question du transport. Oui, à l'arrière, évidemment, le transport est plus naturel. On va mettre moins en danger, plus on va être loin de la ligne de front. Donc, évidemment, le transport a tout son sens à l'arrière. Mais là, pour moi, là, vous évoquez sûrement en creux, par exemple, un hélicoptère plus lourd ou plus gros. Alors, pour l'aviation légère de l'armée de terre, ce n'est pas notre besoin. Nous, nos NH90 sont parfaitement adaptés à l'ensemble de notre manœuvre et de notre concept d'emploi. Nous préférons cette maniabilité de cet appareil, taille moyenne, taille tout à fait, voilà, qui permet d'être plus discret, plus maniable, plus furtif, de descendre plus bas, toujours pareil dans le terrain, même des hélicoptères de transport. Et donc, et d'ailleurs, voilà, nos NH prouvent leur efficacité tous les jours. Donc, nous demandons, voilà, il n'y a pas un besoin spécifique parce que à l'arrière, voilà, nos appareils sont polyvalents et ils vont pouvoir faire beaucoup de choses. Et en tout cas, voilà, j'insiste sur ce point puisque vous m'y invitez. Oui, moi, la question soulève clairement c'est le sujet de la polyvalence. Hein. Et donc, on est bien dans des logiques plutôt en base arrière, effectivement, des hélicoptères de manœuvre, des hélicoptères de transport, des hélicoptères utility, sur lesquels aujourd'hui il y a une réponse qui existe. Et par rapport à cette polyvalence, il y a aussi un enjeu à avoir en tête, c'est qu'on est sur des hélicoptères alors, qui peuvent être spécifiquement militaires, mais qui peuvent être duaux aussi. Hein. Je prends l'exemple du Caracal, le H225, qui répond à un besoin de manœuvre, qui répond à un besoin de transport. C'est aussi un hélicoptère qui répond dans le domaine civil à des missions particulières. Vous avez vu la semaine dernière la police fédérale allemande, hein, qui a aussi un spectre de missions très large, qui allait sélectionner le Caracal. Donc aujourd'hui, par rapport à cette réponse bas arrière, il y a une réponse qui existe et le dimensionnement quelque part. Alors il peut y avoir des besoins que je dirais de niche par rapport aux hélicoptères très lourds et certaines armées font ce choix-là, mais ce n'est pas le cas de l'ensemble des armées. Et aujourd'hui, il y a un spectre de solutions qui permettent de répondre aux besoins de manœuvre, de transport. Ce n'est pas ma compréhension que dans la ligne de front, c'est le drone qui va remplacer l'hélicoptère. Je pense que justement ce qu'on a souligné, c'est qu'en fonction du contexte, zone intensité, saturation, conflit plutôt hybride, comme on a connu, l'hélicoptère d'attaque a pleinement sa place et a son rôle. C'est son contexte d'emploi qui pourrait être amené à évoluer, soit plutôt en ce qu'on appelle en stand-off position par rapport à finalement un armement qui permettra d'intervenir à plus grande distance, parce que je soulignais un des enseignements de l'Ukraine, la transparence. Ça veut dire que l'enjeu d'être capable de tirer et de bouger rapidement pour être capable finalement d'échapper, puisque finalement tout équipement est repéré sur le champ de bataille, l'hélicoptère c'est quand même assez unique de ce point de vue-là par rapport à d'autres équipements terrestres qui vont être plus lourds à mobiliser. Donc l'hélicoptère d'attaque a un spectre d'intervention. Je parlais d'12 là encore, on n'était pas dans l'intensité. Pour autant, une des leçons, c'est bien de dire l'appui aux troupes au sol par rapport à de l'intensité et de la puissance de feu qui permet de saturer le terrain et de protéger les troupes. C'est bien l'hélicoptère d'attaque, un hélicoptère Tigre, qui peut l'aborder. Donc c'est le spectre de mission large d'un hélicoptère d'attaque qui permet de répondre à différentes missions. Et il peut y avoir effectivement des contextes sur lesquels ça va être plus la complémentarité drone-hélicoptère et le drone vu comme l'extension de l'hélicoptère qui pourrait être intervenu au plus près des lignes de front. Je pense que c'est polyvalence et capacité à répondre à des contextes qui peuvent évoluer très fortement dans le temps et en fonction des environnements. Et sur le concept de la profondeur, je l'ai quand même souligné tout à l'heure, l'hélicoptère d'attaque peut aussi être amené quand même à agir pas loin de la ligne de front. Parce que s'il s'agit de faire basculer un rapport de force, après on passe à la notion de risque consenti. C'est-à-dire qu'on peut aussi, si vraiment la situation l'exige et parce que le risque en vaut la chandelle, bien sûr, la LAT peut aussi, même si ce n'est pas son mode d'action préférentiel, mais comme je le soulignais, hein, elle a évidemment à agir sur l'ensemble du spectre, même si ce n'est pas d'une manière préférentielle. C'est un point fondamental à mon sens, c'est-à-dire que, attention là encore au raccourci par rapport à l'Ukraine, c'est un conflit qui est statique par rapport aux lignes de front. Et donc quand il s'agit finalement de défendre une position, mais pas forcément
de pénétrer et de gagner du terrain. Le drone peut apporter certains éléments, mais l'hélicoptère, à un moment donné, il apporte non seulement par rapport à ses puissances de feu, mais la capacité finalement à évoluer dans la profondeur, à transporter et à apporter de la puissance de feu sur un gain de terrain. Donc attention, là encore, à ne pas voir une vision statique comme étant celle qui va se présenter systématiquement dans le futur. Au moins, on a répondu à la question que beaucoup se posaient, puisque le retour d'expérience sur l'Ukraine a amené quand même pas mal de gens à dire que l'hélicoptère était en partie dépassé, peut-être pas sur toutes les missions, mais sur certaines. Ça amène également à la question des hélicoptères du futur et des besoins nouveaux. Alors, il y a des projets de l'OTAN pour des hélicoptères et des plateformes qui sont lourdes, des projets également européens. Donc, les acronymes sont le NGRC et le NGRT pour les hélicoptères du futur. Alors, moi, je voulais savoir quels étaient les besoins que vous identifiez pour demain, donc pas partir des plateformes qui existent aujourd'hui, mais à ceux qui seront développés, et quels sont les moyens technologiques qui vont être développés pour répondre à ces besoins. Je crois qu'il y a un débat sur la question de l'hypersonique, de l'hypersonique, excusez-moi, c'était la table ronde d'avant. La question de la grande vitesse, avec des projets notamment menés par Airbus avec le Racer, mais également les besoins de transport de troupes, avec des hélicoptères plus ou moins lourds. Également, vous l'avez répondu, mais la question de l'avenir de l'hélicoptère de combat, sous quelle forme? Est-ce qu'il sera également dronisé, dronisable? Est-ce qu'il aura toujours un pilote? Voilà, je voulais savoir d'abord pour la LAT quels étaient les besoins identifiés, et pour Airbus, comment il répondrait à ces besoins. Alors une architecture du futur, c'est en fonction d'un besoin. Donc le besoin, c'est ce qu'on vient d'évoquer. On ne revient pas sur toutes les caractéristiques de la haute intensité. Donc c'est à ça que doit répondre évidemment l'architecture du futur. Alors, pour aller vite, moi, en termes d'architecture du futur, vous l'avez compris, je vois comme facteur de succès des plateformes d'abord modulaires, évolutives. Voilà, des plateformes qui vont pouvoir s'adapter très rapidement. On va pouvoir plugger un certain nombre de choses avec de la connectivité fondamentale pour le combat collaboratif, notamment par exemple pour l'armée de terre, Scorpion, etc. Il va falloir énormément de connectivité, de liaison de données. Il va falloir tirer plutôt loin, bien évidemment. Plus on va tirer loin, encore une fois, dans le dispositif, plus on va être efficace. Donc ça c'est une architecture du futur. C'est un système de systèmes. Et alors après, pour revenir sur quelques caractéristiques, tout va être une question de compromis. Mais en termes de compromis, je ne mets donc, vous l'avez compris, pas la grande vitesse, moi, en priorité. Par le concept d'emploi, encore une fois, que j'ai rappelé. Donc si c'est pas, alors bien évidemment, un peu de vitesse en plus ne peut pas nuire, et c'est évident. Mais encore une fois, il faut regarder à l'aune d'énormément de facteurs, cette évolutivité des plateformes. Moi, je mets en premier la survivabilité, pardon du terme, mais voilà, quand je vais être dans le terrain, il me faut un hélicoptère qui soit, qui puisse survivre. Voilà, donc qui ait des contre-mesures solides, qui se fasse déceler le moins possible, qui ait une signature acoustique, radar, etc., la plus basse possible. Voilà, donc avant tout, moi, c'est ça, et la furtivité, voilà, qui concourt à la furtivité dont je parlais tout à l'heure. Et pour ne pas être trop long, tout ça se jauge donc à l'aune aussi, bien sûr, des coûts de possession, enfin d'un certain nombre de critères tout autour, bien évidemment. Mais voilà, la grande vitesse, non. Je pense que c'est un concept qui a évidemment toute sa place, notamment pour l'Indo-Pacifique, parce que c'est ça le sujet. Nous, ce sera encore une fois pas notre besoin premier. Oui, question très large. Quand on regarde les besoins futurs, et on travaille sur effectivement les sujets qui sont mentionnés. On travaille sur l'autonomie, on travaille sur la connectivité, on travaille sur évidemment l'armement, puissance de feu, on travaille sur la survivabilité dans l'esprit qui est mentionné ici. Puis il y a évidemment la question de la grande vitesse qui se pose, en tout cas qui est posée à travers le groupe de travail que vous avez mentionné à l'OTAN. La première réponse à comment on voit l'évolution future, on la voit donc à travers l'évolution de l'hélicoptère. Et quand j'observe ce qui se passe autour de nous, finalement les Américains, avant de lancer le nouveau programme dit FLRAA, qui est sur un concept de grande vitesse, la première chose qu'ils ont faite, ils sont assurés que leur capacité Apache, Black Hawk
était capable de continuer à opérer jusqu'à l'horizon 2060. Donc on est bien dans une vision que l'hélicoptère, dans son architecture actuelle, il doit évoluer. Et c'est bien les logiques d'upgrade, ce qu'on appelle d'évolution pour intégrer les différents points et de besoins futurs. Et c'est la réponse aussi que je vois en Europe et en particulier en France, à travers les programmes majeurs de la LPM, tels que le Tigre de Renault Mivi, tel que le HIL. On est bien dans une logique où quelque part à la fois le Tigre et puis à la fois à travers l'hélicoptère intermédiaire léger qui remplace les Gazelles, les Pumas ou autres, on est bien dans une vision de se doter d'une capacité moderne et qui sera capable de continuer à opérer à l'horizon 2050-2060. Alors la grande vitesse, maintenant, le maître mot, c'est la question du compromis. C'est bien sûr la question du compromis. C'est-à-dire que si on pose à un utilisateur la question de est-ce que vous avez besoin de vitesse, la réponse sera oui. Et d'ailleurs, quand on regarde l'évolution des technologies, entre un HIL H160 et une Gazelle, on est bien amené à évoluer de 120, 130 à 160 nœuds. Donc on apporte progressivement de la grande vitesse. De la vitesse, on n'est pas dans le domaine de la grande vitesse. Il y a différentes réponses techniques qui peuvent être abordées, et je pense que c'est l'objet du groupe de travail à l'OTAN par rapport à des besoins opérationnels qui doivent encore être à mûrir. Quels seront les différents concepts? Alors on voit aux États-Unis qu'il y a des choix qui ont été faits autour des tilt rotors. Personnellement, je pense que ce n'est pas la bonne réponse technologique, non pas dans l'absolu, mais par rapport au compromis, par rapport au coût que ça représente d'aller chercher de la grande vitesse en termes de masse, en termes de consommation. Et derrière la masse, la consommation, la fiabilité, on est bien sûr sur le coût. On est sur le coût d'acquisition, on est sur le coût de possession. Donc dans l'absolu, s'il n'y a pas de limite, et en particulier il n'y a pas de limite budgétaire, le débat il est intéressant, mais je pense qu'il va vite toucher ses limites par rapport à cette dimension-là. On réfléchit sur d'autres concepts parce que le besoin il peut être amené à émerger, et donc on est plus au niveau d'Airbus hélicoptère sur des concepts plutôt ce qu'on appelle des concepts compound. On a fait la démonstration du premier vol Racer. Je ne suis pas en train de dire que le Racer c'est nécessairement l'architecture finale qui répondra, mais c'est plutôt des concepts mixtes qui permettent de garder finalement un bon compromis en termes de performance de vol hélicoptère et puis de vitesse pour un coût de possession et une simplicité de l'architecture qui nous semble intéressante à explorer. Peut-être un dernier point, et sans être trop long, je pense que c'est aussi la question au-delà du besoin opérationnel, au-delà de la réponse technique qu'on pourra apporter et de l'architecture, il y a une question de stratégie industrielle qui pour moi est posée derrière ce groupe de travail à l'OTAN. Les Américains sont partis sur leur programme, donc c'est la question qui est posée, c'est bien aux pays européens, est-ce que vous avez ce besoin-là? Et si vous avez ce besoin-là, est-ce que vous êtes prêt à lancer un programme en commun dans le futur? Et là, ma vision, elle est très claire. C'est à partir du moment où la conclusion sera oui, s'il y a un programme européen, il doit y avoir une réponse européenne. C'est évidemment un enjeu de souveraineté par rapport à des capacités essentielles, et c'est un enjeu de stratégie industrielle. Quand je regarde l'histoire d'Airbus Hélicoptère, on est aujourd'hui leader mondial dans le domaine civil, et on est leader mondial dans le domaine civil parce qu'on a un hélicoptériste dual qui adresse les marchés civils et militaires, parce que on a, en partenaire avec nos différents clients militaires, en France en particulier, été capable de mettre au point des technologies dans le domaine militaire et qui servent également le domaine civil. Donc demain, l'enjeu stratégique, c'est évidemment, si ce programme devait être confirmé, d'être présent avec une réponse européenne, et c'est ce qu'on vise au niveau Airbus en proposant à NGRC une réponse européenne qui pourrait être amenée à évoluer dans le périmètre des partenaires, mais sur lesquels on est attaché. Oui, juste un mot sur les tilt rotors et toutes ces technologies. C'est vrai que l'opérationnel regarde ça avec prudence aussi. Évidemment, parfois, quand on débarque de nuit, des gens, etc., évidemment, plus il y a des technologies, plus il y a des hélices derrière qui poussent, des hélices ou des rotors qui un peu partout. Outre tout ce qui a été dit également sur le fait qu'on perd un peu de masse, donc si ça ne vaut pas le coup et que plus l'hélicoptère va être gros, encore une fois, moins maniable, moins furtif. Évidemment, voilà, on regarde forcément ça avec prudence. Je crois que la LAT a vraiment, là, va avoir une cohérence avec un triptyque d'hélicoptères nouvelle génération maintenant, le Tigre, le Caïman et le Guépard, de très bonne facture. Là, on a la cohérence tout NG. Et je parle en connaissance de cause. Quand on faisait la guerre avec les Tigres et les Gazelles, évidemment, ça demandait un certain nombre de manœuvres. Donc forcément, maintenant, on peut parler de cette cohérence
à la TNG qui arrive et dont la latte est bien fière et bien contente. Pour vous rassurer, l'hypersonique, c'est bien un des débats forts du débat de la grande vitesse par rapport à l'hypersonique au niveau du rotor. Donc, c'était pas faux. Oui, il ne faut pas que je me trompe de table ronde quand même. Autrement, je vais vous poser les questions de cet après-midi, ça ne va pas le faire. On a parlé des technologies qui seront là ou pas là. On a parlé du fait qu'il faut faire des compromis technologiques, mais aussi des compromis avec les autres pays pour des plateformes de demain. Est-ce qu'on pourrait discuter aussi des technologies qui, elles, vont être implémentées, dont on est certain? Vous aviez parlé tout à l'heure de l'intelligence artificielle pour aider le pilote, des technologies qui sont en train d'être mises en place pour aider notamment à ce qu'il puisse mieux distinguer ses cibles, qu'il ne soit pas accablé d'informations. Qu'est-ce que ça change et qu'est-ce que ça change également pour le pilote lui-même? Quels sont les besoins aussi humains que ça implique pour vous? Plus d'informaticiens, moins de pilotes ou des pilotes différemment formés? Oui, tout à l'heure, on parlait de l'autonomie, le débat des drones ou de la dronisation d'hélicoptères. Ça, c'est évidemment l'étape ultime. Mais l'automatisation est évidemment un enjeu fort aussi par rapport à un environnement de travail, en particulier pour le pilote, pour être capable finalement d'alléger au maximum la charge de travail, de lui donner un maximum d'informations ou d'être capable d'avoir des phases de vol sur lesquelles, quelque part, il puisse s'appuyer en fonction de l'environnement sur finalement un vol plus ou moins automatique. Et c'est aussi des enjeux de sécurité d'ailleurs par ailleurs. Donc c'est évidemment un axe sur lequel on travaille en termes de technologie. On est évidemment sur l'importance des capteurs par rapport à l'information, par rapport à la connectivité aussi, et avoir un maximum d'informations, puisque ça a été mentionné tout à l'heure, c'est l'intégration de l'hélicoptère dans la bulle tactique, et donc la connectivité est un enjeu fort. Par rapport à votre question sur l'intelligence artificielle, les données, c'est un point essentiel sur lequel on travaille d'ores et déjà aussi. Il y a le traitement des informations pour le pilote, l'équipage, mais également par rapport à la maintenance. On voit de plus en plus les données collectées en vol par rapport à l'hélicoptère, que ce soit des données d'information de capteurs, température, de vibration sur certains équipements critiques. C'est des données qui permettent d'optimiser les tâches de maintenance, d'anticiper. Il y a à la fois la question de la disponibilité, il y a aussi la question du coût. Là, je focalise sur l'hélicoptère. Si je commence à rentrer dans l'utilisation des données et l'IA par rapport à finalement notre système industriel, évidemment, c'est des axes sur lesquels on travaille. Là, je focalise sur l'aspect hélicoptère. Sur ces nouvelles technologies, bien sûr l'intelligence artificielle. Alors moi, je pense qu'on peut aussi parler de raccourcir les boucles de décision. Ça, c'est quelque chose qui aidera évidemment beaucoup grâce à l'intelligence artificielle. Avoir une cible, savoir que tel effecteur est le mieux placé, et tout ça dans un délai de secondes ou de minutes qui permettent d'engager la cible avec le meilleur effecteur placé au meilleur endroit. C'est vraiment ça, l'intelligence artificielle, raccourcir ces boucles de décision. Voilà. Peut-être deux mots aussi sur justement notre feuille de route innovation, comment on aborde ces questions de nouvelles technologies. On l'aborde à travers des démonstrateurs. Et finalement, les questions qui nous sont posées, c'est des briques technologiques, ça peut être un nouveau capteur, ça peut être une nouvelle bolotronique, ça peut être des débats autour finalement de l'automatisation de la chaîne de contrôle. Et donc là, on a des démonstrateurs sur la base d'hélicoptères existants qui nous permettent de valider un certain nombre de technologies. On a communiqué sur le Flight Lab, le Pioneer Lab, et puis on a des débats d'architecture. Le débat de la grande vitesse, c'est un débat sur la nouvelle architecture. Je n'ai pas mentionné dans les questionnements autour des besoins futurs, mais on est évidemment sur la question de la réduction de l'empreinte CO2 pour le monde civil, mais pour le monde gouvernemental militaire. Et puis la réduction du CO2, c'est aussi un rayon d'action qui peut être plus important. Donc c'est un axe sur lequel on travaille. Et là, c'est des débats d'architecture. Ça peut être de l'hybridation, ça peut être aussi des architectures toutes électriques. Alors là, on est plutôt dans le domaine civil, mais pourquoi pas des applications demain. Et donc là, on est sur des démonstrateurs tels que le site Airbus NextGen, puisque c'est un besoin dont on voit pour la mobilité urbaine. Mais pourquoi pas imaginer des briques qui seraient utiles pour d'autres missions. Donc là, on est sur des nouveaux concepts. Le Racer, que je mentionnais tout à l'heure, c'est évidemment une nouvelle architecture pour laquelle on a besoin d'un démonstrateur pour valider ces nouvelles technologies. Je parle d'architecture au niveau, je dirais, d'hélicoptère global, mais c'est de l'architecture aussi au niveau de l'avionique. Et là, on rejoint le débat qu'on avait tout à l'heure sur la connectivité, sur les drones, l'intelligence artificielle. On est dans des domaines technologiques qui ont des cycles courts
et sur lesquels on doit de plus en plus penser en termes d'intégration d'interface sur la base d'architecture ouverte pour être capable finalement d'intégrer ces nouvelles technologies à cycle court dans des équipements et des armements qui, eux, ont des cycles plus longs. Donc on voit aussi que l'architecture, c'est l'architecture de l'hélicoptère, mais également l'architecture d'avionique sur lesquelles on doit être de plus en plus ouvert. Alors justement, ça nous amène à une question qui peut être intéressante, qui est comment implémenter ces nouvelles technologies qui ont des cycles plus courts, avec des drones qui seront différents, qui auront une durée de vie qui sera également limitée, sur des plateformes qui sont amenées à vivre encore, vous l'avez dit pour le Black Hawk, mais c'est également vrai pour les hélicoptères européens, encore 20, 30 ou 40 ans. Il y a aussi la question qui va avec, en dehors du rétrofit de ces plateformes, de celle de leur maintenance. On sait que la disponibilité des hélicoptères était jusqu'à présent pas toujours satisfaisante. Comment est-ce que vous avez travaillé dessus et comment vous essayez de l'améliorer pour le futur? Ça fait beaucoup de questions en une. Non, la première question qu'on a touchée un peu rapidement dans les points précédents, je pense justement, c'est vraiment de penser différemment. Ça s'applique aux hélicoptères, ça s'applique à tous les systèmes de défense. Je pense que le raisonnement pourrait s'appliquer aux bateaux. C'est justement d'être sur des avioniques ouvertes qui d'abord ont une capacité d'évolution en termes de puissance de calcul. On se doit d'anticiper les évolutions futures. Donc ça, c'est un élément qu'on prend évidemment de plus en plus en compte. Et puis, des architectures ouvertes. Je vous mentionnais que Airbus Hélicoptère, on a une stratégie de développement dans les drones tactiques. On développe nos propres drones, le VSR 700. On a fait l'acquisition d'une société aux États-Unis pour un drone tactique plus léger, d'une quinzaine de kilos, mais qui a une capacité d'autonomie de 14 heures et qui va apporter une capacité de surveillance. Pour autant, il y aura des clients qui auront fait le choix de leur propre drone et qui voudront être capables d'intégrer leur capacité ou d'évoluer au cours de la vie d'hélicoptère. Et donc c'est bien cette notion d'architecture ouverte qui permettra de faire évoluer l'interface avec des systèmes extérieurs. Donc ça, c'est vraiment un point essentiel et on l'intègre déjà, puisque par rapport au programme qu'on lance avec les armées françaises dans le cadre de l'LPM, le Tigre Mark III, Renault MiVi, et justement intègre cette dimension d'architecture ouverte. Et ça, c'est important de l'avoir en tête. Il apportera ce potentiel de croissance, ce potentiel d'évolution en termes de puissance de calcul et en termes d'architecture ouverte. Alors, il y avait un deuxième volet à la question qui est dans un axe différent, mais qui est majeur, qui est la question de la disponibilité. C'est évidemment un axe très fort, c'est un axe de priorité à la fois pour les utilisateurs, à la fois pour la DMAE et bien sûr pour Airbus Hélicoptère. On y travaille en particulier pour moi à travers la réforme du MCO qui a été lancée il y a quelques années, qui a été décisive. Elle a été décisive, pourquoi? Puisqu'elle a introduit finalement la notion de contrat verticalisé, donc de simplification des interfaces autour de responsabilités claires et uniques. Et ça c'est essentiel, puisque la disponibilité d'un hélicoptère, c'est finalement le résultat de plusieurs facteurs, de sujets de logistique, de sujets de maintenance, de sujets de training, de sujets de charge de maintenance. Et la clé, c'est la responsabilité par rapport à un objectif commun partagé et que l'industriel puisse travailler avec l'utilisateur, avec les différents organismes de maintenance de manière cohérente et avec des contrats qui permettent en cohérence avec ces responsabilités. Le résultat, il est là. Le résultat, après plusieurs années, on le voit sur le Cougar Caracal, on a quasiment doublé la disponibilité en l'espace de 5-6 ans, à travers le nouveau schéma contractuel, les schémas logistiques, les schémas de la maintenance. Ça a stimulé également les acteurs industriels. On a été amené, les durées de grande visite qui dimensionnent la disponibilité, on a été amené à les réduire de plus de 40%. On voit les résultats aussi sur le Tigre, sur le NH90 côté terre. On a fait un gros travail en commun avec l'armée de terre, avec la DMAE, et on a démontré quelque part qu'on savait aller chercher les 50% qui répondent aujourd'hui aux besoins, qui sont supérieurs lorsqu'on est en opération extérieure. Et là encore, on a démontré en opération extérieure qu'on savait aller chercher les disponibilités attendues. Il faut savoir reconnaître qu'on a des domaines sur lesquels on a encore des enjeux importants par rapport à des systèmes plus complexes. Et c'est le travail qu'on fait en particulier avec la marine française. Et on est évidemment engagé à continuer à améliorer la disponibilité. Je soulignerai que le débat de la disponibilité, il se pose par rapport à l'attente des utilisateurs.
Et donc on se doit d'y répondre. Je soulignerai simplement que dans les études de comparaison qu'on a pu faire par rapport aux hélicoptères militaires de la concurrence, et en particulier américains, je n'ai pas observé de disponibilité meilleure. Alors on en parle moins, c'est vrai, mais c'est important de ne pas mettre en perspective ce débat par rapport à un manque de compétitivité que l'industrie européenne ou que les hélicoptères européens pourraient avoir, mais à le mettre en perspective d'un besoin de nos utilisateurs qui est de gagner en disponibilité. Et sur ce débat-là, nous répondons présent et nous sommes engagés. Sur la disponibilité, je dirais simplement que la disponibilité pour l'utilisateur opérationnel, c'est évidemment, derrière, il y a une notion de masse critique. C'est-à-dire que c'est vraiment avoir le bon nombre d'appareils au bon moment pour la bonne mission. Voilà. Donc c'est une disponibilité qui est évidemment majeure. Et derrière, on rajoute aussi, quand je dis avoir le bon nombre d'appareils, il y a aussi la qualité des appareils. C'est-à-dire qu'il y a tous les armements. Voilà. Donc c'est une disponibilité globale qui est évidemment fondamentale. Mais effectivement, on travaille beaucoup sur ces sujets-là qui sont majeurs pour nous. La clé de la disponibilité, c'est vraiment le travail en commun par rapport à un objectif commun. On cherche à marquer le même but, et donc c'est utilisateurs, industriels, équipe de maintenance travailler ensemble sur cet objectif-là. Et quand ce cocktail est réuni, eh bien, on voit qu'on a les résultats. Et je suppose que c'est désormais pris en compte dès la conception des nouvelles plateformes et des nouveaux appareils. Ça fait partie des... Oui. Oui, évidemment, c'est un élément qu'on se doit, parce que là, une partie finalement de la disponibilité, de la charge de maintenance, c'est aussi lié à la fiabilité des équipements et la fiabilité des hélicoptères. Donc, c'est des éléments qu'on se doit de prendre en compte de plus en plus. Et c'est là où les questions de digitalisation, les questions d'intelligence artificielle peuvent apporter des éléments, pas forcément liés à la fiabilité en tant que telle de l'équipement, mais par rapport finalement aux données collectées qui vont nous permettre de mieux appréhender le comportement en service et donc d'anticiper, puisque l'anticipation dans le domaine de la maintenance est essentielle. Merci beaucoup. Il nous reste quelques minutes pour prendre une question ou deux, s'il y a des gens qui ont des questions. Est-ce que vous levez la main ou pas? Bon. Ah bah si, pardon. Je te remercie. C'était une question par rapport aux hélicoptères rapides et aux hélicoptères du futur qu'on peut voir aussi dans d'autres pays. Typiquement, les Japonais ont acté le fait qu'ils ne remplaceront pas leurs hélicoptères de reconnaissance et de combat, enfin ils les remplaceront par des drones. L'hélicoptère de reconnaissance du futur de l'armée américaine a été annulé également. La question que je me posais, c'est est-ce que ça posera des problèmes en termes de... Enfin, s'il y a des doctrines d'usage très différentes au sein d'Alliance, est-ce que ça pourrait poser des problèmes d'interopérabilité? Ou au contraire, est-ce que ça peut être aussi une opportunité de conserver des spécifications d'usage et doctrinaux que peut-être d'autres pays auront abandonné? Oui. L'exemple américain par rapport, je pense, c'est le programme FARA auquel vous faites référence. C'est pas l'abandon d'une capacité, c'est la question pour les Américains de se doter d'une capacité qu'ils ont abandonnée il y a un certain temps par rapport au Kiowa. Donc cette décision-là, je la vois pas comme une décision finalement qui poserait la question du futur hélicoptère. Je la vois plutôt comme une question par rapport justement le débat de la grande vitesse, puisque une des questions qui était posée sur ce programme FARA, c'était est-ce qu'on va vers la grande vitesse, hein? Et donc c'est aussi cette question finalement du compromis qui était évoquée. Donc non, je vois pas ces différentes réflexions qu'on peut voir ici et là comme un questionnement supplémentaire. Je me répète, mais la première décision qu'ont pris les Américains en parallèle de ces réflexions sur ce nouveau concept, c'est d'étendre le Black Hawk, l'Apache, jusqu'à l'horizon 2060. Et évidemment, c'est une décision sage par rapport à des nouvelles technologies, des nouvelles architectures qui sont à cycle long en termes de développement, sur lesquels il y a encore des questionnements opérationnels. Et donc le pire qui pourrait y arriver par rapport à des capacités critiques, c'est de se retrouver dans une situation d'avoir un gap de capacité. Et c'est ça qui est, à mon avis, essentiel de préserver. C'est le mot de la fin, c'est ça? Si. Vous voulez revenir sur quelque chose ou répondre à Yannick? Non, ce que je voudrais dire juste peut-être en conclusion, alors, c'est que puisque, si on revient au titre de la table ronde, la place de l'hélicoptère demain, moi je voudrais souligner qu'effectivement l'aérocombat du futur, il se construit absolument à partir de tous nos savoir-faire d'aujourd'hui. Voilà, donc cette année on fête le 70e anniversaire de la LAT, donc
L'arme, je pense, a évolué de manière très cohérente jusqu'à aujourd'hui. On arrive à cette cohérence dont je parlais tout à l'heure. Et perdre une capacité va très très vite, effectivement. Et encore une fois, c'est avec des pilotes tigres d'aujourd'hui, avec tout leur savoir-faire acquis depuis 70 ans maintenant, eh bien qu'on construit cet aérocombat du futur. Voilà, c'était un point, je pense, qui est important à souligner. Moi, je retiens du débat le mot polyvalence. Et je pense que c'est ça qu'il faut garder en tête quand on parle de l'hélicoptère. C'est une capacité unique par rapport à des besoins qui peuvent être très divers et dans des environnements qui peuvent être très, très divers. Et donc, par rapport à cet enjeu de cette capacité qui apporte la polyvalence et qu'il s'agit de préserver, je pense cette capacité à se questionner sur, lorsqu'on regarde devant, sur l'évolution des technologies qui peuvent permettre de répondre aux évolutions de l'environnement, et puis la question de l'usage. Et donc sur ces points-là, il faut continuer à se poser la question finalement de l'emploi. Mais effectivement, je ne vois pas de questions sur le futur de l'hélicoptère, au contraire. Donc, il y aura encore des hélicoptères dans les guerres de demain qui auront lieu ou pas, on ne sait pas. Merci à tous d'être venus. Vous pouvez applaudir nos invités.